Bonjour Philippe, vous êtes apiculteur à Puy-Draguin. Comment se portent les abeilles? Eh bien, on essaye qu'elles se portent bien. Malheureusement, on a des soucis liés à l'environnement principalement et aussi multifactoriels. C'est-à-dire qu'on a quand même des problèmes de parasites, un manque de moyens de recherche pour nous aider, nous les apiculteurs, à trouver des solutions. Donc on arrive quand même à maintenir notre cheptel, mais ça nous a obligés depuis une quinzaine d'années maintenant à faire beaucoup d'élevage pour compenser le temps. Philippe, en pourcentage, à combien vous évaluez vos pertes? Moi personnellement, je suis à 25, ça dépend des années, entre 20 et 25% de pertes de cheptel. La moyenne nationale est de 30%. Donc c'est une moyenne qui est un peu générale dans beaucoup de pays à grande culture. Ce qui nous fait dire quand même qu'il y a des soucis à ce niveau-là. Après, depuis quelques années, l'Italie a interdit les enrobages de grains de Kruser. Qu'est-ce que c'est? La graine est enrobée d'une substance qui, au moment où la plante pousse, est dans le nectar. Automatiquement, les pollinisateurs, les abeilles notamment, vont utiliser ça et perdent l'orientation. C'est-à-dire ne reviennent pas au lieu de la ruche. Ah oui, et comme je crois savoir qu'elles se nourrissent qu'à la ruche, à celles qu'elles connaissent, elles perdent leur... Voilà. Et elles meurent de faim. C'est-à-dire qu'elles ne reviennent plus à la ruche, les butineuses. Ouais. Donc automatiquement, il y a un déséquilibre qui se crée entre butineuses et abeilles d'intérieur. Et donc vous avez une possibilité d'effondrement de colonies. Est-ce que tous les ans ce chiffre malheureusement augmente ou il stagne? Alors il stagne, enfin il est un peu stable, mais bon, quand on parle de moyenne, ça veut dire que certains apiculteurs peuvent perdre jusqu'à 60-75%, ça dépend des régions, et d'autres moins, donc c'est une moyenne. Depuis combien de temps vous êtes apiculteur? Alors moi je suis apiculteur dans le Gers ici du côté de Plaisance et Aignan, donc à Puy-Draguin depuis 30 ans. 30 ans. Comment on devient apiculteur? C'est un peu peut-être par hasard, dans le sens où moi je suis belge d'origine, je suis venu en vacances ici, j'ai rencontré un apiculteur qui avait besoin d'un coup de main, et puis voilà, la passion m'est venue en côtoyant notre apiculteur. Vous êtes tombé amoureux de la France? Du soleil, et puis oui, forcément on avait envie de s'installer par ici. Quelle sorte de miel vous fabriquez? Alors moi je suis apiculteur transhumant. Donc je bouge mes abeilles sur différentes floraisons. Donc généralement je fais 7 à 8 miels différents. Donc ça part de miel de culture, tournesol, colza. Et après acacia, vous avez la floraison d'acacia, vous avez le châtaignier, vous avez en montagne les toutes fleurs. Vous avez la bruyère dans les Landes et dans les Pyrénées. Et la bourdane aussi, voilà, des toutes fleurs. Quand vous parlez, quand vous dites je bouge mes abeilles, comment ça se passe et à quelle saison vous le faites? Alors, on commence à bouger les abeilles au printemps pour faire des floraisons différentes. Donc la technique c'est simplement, les abeilles, il faut savoir qu'elles ne volent pas la nuit. Le soir arrivé, on ferme la ruche ou les ruches, on les charge sur un camion, sur une remorque et puis on va les déplacer là où les fleurs vont démarrer pour faire une floraison, un miel particulier. Combien de temps ça dure ce déplacement? Combien de temps vous les laissez à tel ou tel endroit? Alors, ce sont des floraisons qui durent, certaines floraisons durent 2 semaines, genre acacia, d'autres floraisons durent plus longtemps, 3 à 4 semaines, genre tournesol. On dit que les frelons asiatiques sont un petit peu le fléau des abeilles. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est intox? Non, c'est effectivement vrai. Il est arrivé apparemment dans le Lot-et-Garonne en 92, par là, 93 peut-être. Et donc il est arrivé de Chine, dans des poteries chinoises, par un antiquaire qui avait commandé ça. Et c'est une espèce invasive que nos abeilles ne connaissent pas. Donc en Chine, les abeilles là-bas ont l'habitude de le côtoyer, donc les touffes augmentent la température et les touffes et arrivent quand même à vivre avec. Alors quand il est arrivé sur la région, évidemment, il a fait vraiment beaucoup de dégâts. Moi-même, j'ai vu dans mes ruchers.
des assauts, carrément, on peut parler comme ça, des assauts de frelons. Donc on en trouvait une dizaine devant chaque ruche. Toute abeille qui rentrait, qui sortait était avalée. Alors ça a duré 2 ans comme ça. Et actuellement, moi en tout cas sur mes ruchers ici dans la région, je n'ai pas beaucoup de problèmes parce qu'apparemment il y a eu un équilibre qui s'est fait. Mais par contre, ça peut arriver encore s'il y a plusieurs nids autour de ruchers, que là à ce moment-là il y a une grosse pression. Et c'est un problème. Il est vrai que le frelon asiatique mange l'abdomen, c'est ça? Il attaque l'abeille, il mange c'est ça? Plus précisément, il fait comme le frelon, le crabeau qui est notre frelon, il coupe la tête, donc il attrape l'abeille, il décapite l'abeille, et ce qui l'intéresse c'est les muscles des ailes. Donc après il en fait une bouillie qui va apporter à ses larves. Parce que le frelon, lui, il mange du sucre, il est fruit, il est omnivore, on va dire, hein. Mais bon, il a besoin de protéines, donc il va les chercher chez les abeilles et d'autres insectes aussi. Mais l'abeille étant, une ruche étant vraiment un supermarché pour le frelon, il vient se servir impunément. Il existe des moyens techniques pour empêcher justement le frelon de rentrer dans la ruche. Est-ce que vous vous en servez ou... Alors, de toute façon, il faut savoir qu'on ne pourra rien faire contre ce frelon. Il attaque l'abeille quand même en plein vol, donc là il n'y a pas moyen de... ou alors devant la ruche. Il y a des techniques quand on trouve des nids, par exemple, avec des perches et du SO2. Bon, mais déjà il faut trouver les nids parce que souvent ils sont construits très haut dans les arbres et l'été c'est feuillu, on ne voit pas très bien le nid, c'est seulement l'hiver qu'on le voit. Donc il faut qu'il soit accessible. Alors pour éviter que le frelon rentre dans la ruche, on met un portillon de moins de 5 mm. L'abeille peut passer, mais le frelon avec sa taille ne peut pas rentrer dans la ruche. Comment fonctionne une abeille? Pardon? Comment fonctionne une abeille par rapport au miel? Alors bon, il faut savoir qu'il y a plusieurs fonctions chez l'abeille. Depuis qu'elle naît, elle devient successivement, elle a des rôles à jouer. Elles sont abeilles d'intérieur et en fin de vie, elles sont butineuses. Et donc les butineuses vont chercher pollen et nectar. Nectar qui est un jus sucré, on va dire, plein d'eau, que l'abeille dans sa digestion transforme en miel. Et quand elle arrive donc avec le miel qu'elle a été chercher sur la fleur, elle le donne à une autre abeille, qui le donne à une autre abeille, et la digestion se fait, et c'est une alchimie en fait qui fait que ça devient du miel. Philippe, est-ce que la reine naît déjà reine ou est-ce qu'elle est choisie après? Ah, ça c'est une bonne question. C'est vraiment une véritable démocratie les abeilles, hein, parce que c'est le groupe qui choisit. Il y a une hiérarchie alors, en quelque sorte on peut dire comme ça? Alors bon, techniquement la reine, si vous voulez, elle est uniquement nourrie à la gelée royale. Dans la nature ce qui se passe c'est que la vieille reine avant de partir pond dans des cellules rondes des œufs, au départ qui sont des œufs qui pourraient être une ouvrière, sauf qu'elle est pondue dans une cellule ronde et nourrie exclusivement à la gelée royale. Et qui décide de ça? C'est un peu le moment propice qui est le printemps où il y a la multiplication des abeilles et ça s'appelle l'essaimage. Vous avez la vieille reine qui va partir avec une partie de la population, généralement la moitié, en laissant à naître des jeunes reines et ces jeunes reines peuvent naître le même jour et se disputer alors, être rivales et puis la plus rapide, la plus forte tue les autres, donc il ne reste qu'une reine. Donc, si j'ai bien compris, c'est inné. La reine, quand elle naît, elle est déjà reine. Et finalement, c'est la plus forte qui va gagner, en quelque sorte. Oui, on peut dire ça comme ça. Oui. La plus forte ou la plus rapide. Hein. Voilà, c'est les abeilles qui laissent en fait le choix des reines à se disputer le trône, on va dire. Mais au départ, si vous voulez, c'est vraiment c'est le groupe qui choisit de laisser élever des reines ou pas. Et les autres, ce sont donc les butineuses, c'est ça? C'est toutes les abeilles de l'intérieur. Il y a un message qui passe et tous ces messages... les études ont montré justement au niveau du choix des abeilles sur les zones de butinage, ou des zones d'essaimage où elles vont se fixer à des endroits, il y a apparemment
entre guillemets, de discussion qui se crée et puis il y a un choix qui se fait, le choix qui est le meilleur. Et il paraît aussi que les butineuses savent qu'elles vont mourir aussi et elles s'arrangent à être relayées, c'est ça? Alors là, c'est un peu... Bon, il faut savoir qu'une reine en pleine saison pond 2000 œufs par jour, une jeune reine. Donc ça leur fait, au mois de juin, vous avez entre 60 et 70 000 abeilles dans une ruche. Et donc ça permet de faire la continuité, en sachant que toutes ces abeilles vont d'abord passer par différents stades et seulement en fin de vie vont être butineuses pendant 15 jours. Donc on a à peu près un équilibre d'un tiers de butineuses, 2 tiers d'abeilles d'intérieur. Comment on peut vous acheter votre miel? Tout simplement, moi je vends très peu de marchés, je fais quelques grosses foires qui marchent bien parce que je n'ai pas le temps d'aller sur les marchés hebdomadaires. Par contre, il y a des gens pour moi qui vendent mon miel sur les marchés, qui vendent du vin, du fromage. Sinon, dans tous les magasins bio, enfin pas tous, mais sur Tarbes, sur Auch et Oz, Lourdes, magasins bio. On peut vous les commander? Non, faut venir vous voir. Oui, il faut venir me voir ou m'appeler, et puis si je passe par là, je peux, à condition que ce ne soit pas trop loin. Quelles sont réellement les propriétés, les vertus du miel? Alors bon, c'est un sucre naturel, donc il est tout de suite assimilé, donc il nous donne de l'énergie très rapidement. Les vertus sont assez multiples, celles des plantes, celles de l'alchimie que l'abeille fait en transformant le nectar en miel. Alors on sait aussi que c'est cicatrisant. D'autre part, bon, l'abeille ne fait pas que du miel, elle fait du pollen, qui est une substance d'énergie, qui est un régulateur intestinal, du propolis aussi, qui est une résine qui a une particularité antibactérienne et antiseptique. Voilà, donc le venin aussi a des bonnes propriétés. Les apiculteurs n'ont jamais de rhumatisme. Ils ont peut-être mal au dos parce qu'ils chargent des ruches, mais ils n'ont pas de rhumatisme. Et d'ailleurs, c'est utilisé pour la sclérose en plaques. Il y a des médecins qui se sont penchés sur la question et ça ne guérit évidemment pas, mais ça soulage les gens qui ont la Ça atténue les douleurs. Et donc, bon voilà, il y a toutes ces substances qu'elles font. Et le premier rôle de l'abeille, c'est quand même la pollinisation. Parce que grâce à elle, il y a 70% des plantes qu'on mange qui sont attribuées à leur voyage et à la pollinisation qu'elles font, la reproduction des plantes. Il paraît que l'abeille est le poumon de la terre, c'est-à-dire que si elle commence à mourir, il y a de quoi commencer à se faire des soucis. Et justement parce que vous auriez plus beaucoup de plantes diverses qui pourraient être fécondées, parce que les abeilles, il n'y a pas que les abeilles, il y a les bourdons, il y a d'autres abeilles solitaires qui font ce rôle-là, mais l'abeille est particulière parce qu'elle est nombreuse dans une ruche, et donc elle a un rôle tout à fait privilégié dans l'agriculture. D'ailleurs c'est un des 3 piliers d'agriculture avec la vache et le ver de terre. Par rapport à la disparition de l'abeille, est-ce que vous pensez que l'agriculteur a encore beaucoup d'efforts à faire? Je vais vous répondre que l'agriculteur, lui, n'a plus de pouvoir de décision. C'est pas lui qui décide, c'est les semenciers ou les coopératives qui leur disent de faire ça. Et donc, pour le rendement, évidemment, ils traitent les champs. Alors bon, moi j'ai un collègue apiculteur qui est agriculteur, il traite ses champs mais jamais il tue les abeilles parce qu'il sait comment le faire. C'est-à-dire qu'il traite le soir, à la nuit, les abeilles ne volent pas et il y a beaucoup moins de problèmes. Le gros problème qu'on a maintenant, c'est avec les enrobages et les systémiques, parce qu'on ne traite plus la plante mais elle est traitée d'avance. Donc automatiquement, dans le nectar, vous avez le poison. Et ça c'est un gros problème, et ça c'est évidemment des firmes qui veulent vendre des produits, et voilà, c'est contre ce type d'agriculture qu'il faut un peu changer les choses, quoi. Parce que le rôle de l'abeille est utile à l'agriculteur. Moi-même je loue des ruches sur le tournesol pour la semence, donc pour qu'il y ait plus de graines, pour faire des variétés. Donc bon voilà, on en a besoin des abeilles. Donc de là En fait, elles s'empoisonnent. Les abeilles s'empoisonnent sur les plantes qui sont traitées, enrobées.
Après, il est évident que quand vous pulvérisez, même si c'est pas sur une plante visitée par les abeilles, si en plein après-midi l'abeille passe dans la zone pulvérisée, bon ben, là, on reçoit une dose et puis c'est fragile. Hein. Alors il y a quelque temps, les apiculteurs ont tiré la sonnette d'alarme. Est-ce que vous avez eu un peu gain de cause ou pas du tout? Alors oui, déjà par rapport au public on a une bonne image, hein, puisque l'abeille est sentinelle de l'environnement. L'UNAF a fait un gros travail. L'UNAF c'est l'Union nationale apiculture française. Et les choses avancent. Au niveau des pesticides, les gros problèmes c'est les homologations, parce qu'on est toujours encore avec des homologations boiteuses. Ça met du temps? Déjà c'est pas très bien contrôlé, hein. C'est les firmes elles-mêmes qui font les homologations et soumettent au pouvoir public les autorisations qui sont souvent données un petit peu comme ça. Et le gros problème c'est que malgré que nous apiculteurs qui sommes des hommes de terrain qui voyons les choses, on avertit et puis on nous écoute pas forcément et il faut du temps pour que ça arrive, mais bon, je suis plutôt optimiste dans le sens où les gens prennent conscience quand même qu'il y a des problèmes qui ne sont pas que liés à l'abeille. Hein. Il y a aussi ce qu'on mange dans notre assiette qui est quand même de plus en plus intoxiqué, on va dire ça comme ça. Et voilà, donc on a des choix à faire maintenant. Hein. Votre message c'est ça, des choix à faire maintenant? Mais il est temps de le faire parce que après ça va être beaucoup plus difficile. Maintenant bon, j'ai bon espoir parce que si on laissait faire les choses et qu'on utilisait de moins en moins de pesticides ou mieux ciblés, et ben les choses reviendront comme avant, il n'y a pas de problème parce que le potentiel il est encore là, le vivant est là. Merci.